Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test du Can-Am Spyder RT Limited de 2020. Allez, c'est parti. Aujourd'hui les amis, un test très spécial pour moi parce qu'il s'agit de la première fois que je monte sur un 3 roues. Alors ce modèle m'a été prêté par la concession Can-Am de la région rouennaise qui s'appelle 3B. Je les remercie encore d'avoir mis ce véhicule à ma disposition pendant tout un week-end pour vous faire cette petite vidéo. Donc si vous ne connaissez pas Can-Am, c'est une marque du groupe BRP. Donc BRP c'est Bombardier Recreative Product, donc c'est que des véhicules à but de loisirs. Et Can-Am c'est la division route et off-road. BRP c'est une marque canadienne, même québécoise, et à la base il s'était plus spécialisé on va dire dans les motoneiges, et c'est pour ça qu'au final quand on regarde ce Can-Am 3 roues, on voit quand même une petite filiation au niveau du style et même à mon avis au niveau technique entre leur motoneige, donc leur skidoo, hein, et cette Can-Am Spyder. Donc le modèle que j'ai aujourd'hui c'est le RT, donc le plus haut de gamme, un modèle qui serait comparable en moto à une Goldwing en fait. Vraiment un truc fait pour voyager à deux et prendre plein de bagages. C'est vraiment un véhicule fait pour le confort. Et ce qu'ils m'ont prêté, c'est le plus haut de gamme, c'est la finition Limited. Donc il n'y a pas besoin d'option en fait, hein. Là le véhicule, il n'y a pas d'option dessus. Tout ce que vous voyez, c'est ce qu'il y a directement sur la finition Limited. On distingue surtout cette version Limited par rapport à la version standard avec le top case qui sert également de dossier pour le passager et qui intègre également, si je me souviens bien, carrément des haut-parleurs pour le passager. Bon, on reviendra un peu sur la liste des équipements de ce modèle tout à l'heure. Là je vais commencer tout de suite par vous donner mes premières impressions lorsqu'on se met aux commandes d'un 3 roues comme c'est le cas sur ce Spyder. Moi j'avais jamais utilisé de Can-Am ni même d'autres 3 roues avant et clairement c'est super facile à prendre en main, même quand on est complètement novice dans ce domaine. C'est assez bluffant d'ailleurs. La hauteur de selle c'est similaire à une moto. On n'a bien sûr aucun problème pour l'équilibre vu que tout est géré directement par le véhicule, hein. C'est quelque chose de physique, ça ne s'incline pas dans les virages, c'est plutôt comme un quad on dira dans le comportement. La selle est très large et très confortable, ça fait limite un fauteuil. Même chose pour le passager qui est super bien accueilli. On a la possibilité si nécessaire de même rendre les selles aussi bien passagers que conducteurs chauffantes. De toute façon tout est chauffant sur cette moto. Les poignées du guidon pour le conducteur, les poignées pour se maintenir pour le passager, les selles, c'est vraiment une fois de plus typé super confort. Pour manœuvrer ce véhicule, on a un guidon. Donc au début on s'attend à avoir un comportement dynamique un peu similaire à une moto et il n'y a rien de plus faux en fait. Quand on commence à utiliser ça, premier truc qui m'a choqué moi c'est le véhicule, comme je vous l'ai dit, il est rivé au sol, donc on n'est pas comme sur une moto à prendre un peu d'angle. Là, ça suit tout simplement le dénivelé. Vous devez forcer un petit peu sur le guidon pour l'inscrire dans une route. Mais sur ce modèle, qui est, on va dire, le plus haut de gamme, le plus lourd, le plus équipé, vous avez directement une direction assistée électrique qui compense en fait, quand vous êtes à basse vitesse comme moi actuellement, eh bien j'ai très peu de force, vous voyez, à mettre pour bouger les roues. Et plus je prends de vitesse, plus il faut tout simplement que je mette de force pour réussir à bouger le véhicule. Et c'est d'ailleurs un gage de sécurité, parce que quand on commence à prendre de la vitesse, eh bien la sensibilité de la direction est vraiment démultipliée. Là dans ce rond-point, il n'y a aucune difficulté, je vais où je veux. Faut s'incliner quand même un petit peu comme sur un quad en fait, ou comme sur un sidecar. La position est vraiment relaxe, c'est plus typé comme sur un cruiser. On a des gros repose-pieds, et les repose-pieds en plus, ils sont avec une espèce de caoutchouc qui est sur amortisseur. Ça fait que le confort est vraiment nickel, il n'y a rien à dire. Et que vous soyez petit ou grand, vous aurez forcément la place de mettre vos jambes à l'emplacement qui vous conviendra.
Même chose pour le passager, hein, il y a des repose-pieds qui sont rétractables et vous pouvez également changer la hauteur des repose-pieds. Si jamais vous êtes avec un passager qui est vraiment très petit, vous pouvez démonter le repose-pied et le remonter un petit peu plus haut. Ça se fait juste avec une simple vis, il n'y a pas besoin d'un outillage spécifique. Bon, c'est un véhicule qui est quand même extrêmement caréné, hein, donc ils ont eu la bonne idée de mettre les deux rétroviseurs sur le carénage à l'avant. Ce qui fait que moi j'ai une vision parfaite de ce qui m'entoure, je vois très bien ce qui se passe derrière, c'est impeccable. Que ce soit pour tourner la tête, j'ai pas de difficulté vu que je suis droit, les rétros sont bien placés, franchement la prise d'info ne pose aucun problème sur ce Spider. En plus, on a une grande bulle devant moi qui est réglable électriquement, il suffit d'appuyer sur le bouton. Vous pouvez la faire aller exactement à la distance que vous voulez. Il n'y a pas besoin soit de le mettre dans une position basse ou haute, vous choisissez exactement où vous l'arrêtez. Petite particularité d'ailleurs, lorsque vous éteignez le véhicule, la bulle va revenir en position basse et lorsque vous allez le rallumer par la suite, eh bien la bulle reviendra exactement à l'endroit où vous l'avez laissé avant de l'éteindre. Alors vous pouvez voir que la boîte de vitesse, c'est une boîte séquentielle, ça s'utilise avec des gâchettes qui sont au guidon. Et ils ont choisi une boîte où vous êtes obligé d'intervenir dessus. C'est pas une boîte automatique. Si vous accélérez et vous allez vous retrouver au rupteur, tant que vous appuyez pas pour changer de vitesse, la boîte ne changera pas automatiquement. Par contre, lorsque vous ralentissez, si vous n'intervenez pas, eh bien les vitesses vont redescendre automatiquement. Ça fait qu'au final, on l'utilise vraiment que pour monter les vitesses. Ça n'arrive quasiment jamais de forcer la redescente des vitesses. Pour le freinage, c'est un freinage avec une pédale sur le côté droit, un peu comme sur une moto, sauf que là, ça joue sur le freinage aussi bien avant que arrière. Il n'y a pas de répartition à faire, c'est bien plus simple à prendre en main. Alors dans ce virage, vous voyez, je suis bien obligé de me décaler un peu sur le véhicule. On sent qu'il y a de la force forcément qui vous éjecte, c'est la force centrifuge. Je vais comme d'habitude utiliser cette route afin de tester un peu l'accélération de ce véhicule. Donc on est sur un 3 roues qui pèse 480 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 25 litres de carburant. Le moteur, c'est un 3 cylindres de chez Rotax qui développe 115 chevaux si je me souviens bien. Et le moteur, vous le voyez pas en fait sur ce véhicule, il est vraiment caché juste en position centrale, on dira. Il y a bien sûr toutes les aides électroniques possibles, il y a l'ABS, Traction Control, toutes les aides qui gèrent bien sûr les pertes d'adhérence. Tout est activé et j'ai pas vu de moyen d'ailleurs de les désactiver, c'est activé d'office, c'est pour la sécurité. Il y a deux modes, un mode normal, un mode éco et un mode normal. Donc je vais premièrement faire l'accélération en mode éco et ensuite je vais le faire en mode normal. On verra s'il y a une différence. Je suis pas convaincu au final que ça change réellement la puissance du véhicule, ces deux différents modes. Allez, on est parti pour la première accélération, ce coup-ci en mode éco. Allez, let's go. Donc ça a un peu de mal à partir, ça monte dans les tours, ça arrive à 95 en première, et après vous voyez, j'ai pris 100 km/h sans difficulté. Maintenant je freine, et je peux vous assurer que le freinage, si vous freinez vraiment fort, il y a de quoi se faire peur. Faut vraiment être prêt. Faut bien se caler aussi bien sur vos jambes qu'au niveau du guidon, parce que la décélération est vraiment impressionnante. C'est bien plus fort que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur une moto. À l'avant on a d'ailleurs des étriers Brembo et franchement ça vous cloue sur place. On va tenter un petit demi-tour, donc bien sûr avec ce genre de véhicule pas de problème de hauteur, il n'y a pas besoin de toucher par terre. Allez, je signale mon demi-tour, j'avance et je braque à fond. Forcément je vais sortir de la route. Mais est-ce que j'arrive à faire le demi-tour en une seule fois? Oui, c'est-à-dire que ça braque comme une petite voiture qui braquerait plutôt bien. Maintenant, je passe en mode standard et on va refaire le test d'accélération. J'accélère à fond. Une fois de plus, ça a un peu de mal à partir en première, puis après, ça part. 95, c'est la limite en première. Puis je freine. Et franchement, j'ose même pas en fait piler d'un seul coup sur le frein. J'ai vraiment l'impression que je vais bouffer le pare-brise.
Le freinage, hein, je trouve pas qu'il a une sensibilité géniale. C'est-à-dire qu'au début, ça freine très peu, et ensuite, si vous freinez quand même assez fort, ça vous cloue sur place. Mais il y a une espèce de seuil, en fait, où c'est un peu incertain, quoi. Ça passe vraiment de ça freine peu à ça freine fort d'un seul coup. Mais la puissance de freinage, par contre, wow, c'est du violent. Bon, sur l'accélération, hein, vous avez peut-être vu une différence au niveau du chrono, mais sur les sensations à bord, j'ai pas vu de différence entre Eco et le mode normal. Je me demande même en fait si le mode Eco, si c'est pas uniquement l'affichage d'un voyant qui vous indique quand changer les rapports pour économiser un peu de carburant. Alors, petit rond-point, donc là, faut, comme je vous l'ai dit, se décaler un peu sur l'intérieur du virage. Je prends les infos et j'accélère. Et ça part, hein. On pourrait se dire, si je compare à une moto que 115 chevaux, c'est-à-dire à peu près la même puissance qu'une MT-09 pour 480 kg, on peut se dire que c'est nul. Et en fait, c'est largement suffisant. On a déjà des sensations bien sympas. Faut remettre ça en fait plus à un équivalent voiture. Une voiture qui pèserait 500 kg pour 120-130 chevaux, ce serait déjà un truc vachement sport. Que genre une petite Caterham. Donc finalement, hein, c'est quand même très sympa. Et ce moteur 3 cylindres a quand même pas mal de couple. Alors au niveau des commodos, c'est bien sûr assez comparable à une moto par certains aspects. On retrouve clignotant, les boutons pour tout ce qui est éclairage. On a bien sûr coupe-circuit, ce genre de truc. Après, on a des boutons typiques un peu à ce véhicule. Déjà, il y a un gros bouton pour naviguer dans tous les menus du tableau de bord. On a des boutons pour aussi changer le volume de l'autoradio. Et vous avez un bouton marche arrière, ainsi que j'en ai déjà parlé, des gâchettes pour changer de vitesse. Sur la droite, il y a également un feu de détresse, ainsi que le bouton pour le cruise control. Donc à chaque fois, vous voyez bien que toutes les vitesses redescendent toutes seules, j'ai pas besoin d'intervenir. Ça serait tellement génial s'ils avaient fait la même chose pour la montée des vitesses. Au niveau du tableau de bord, c'est assez moderne. On retrouve deux écrans couleurs qui sont mis l'un à côté de l'autre et qui font illusion. On a l'impression que c'est un seul grand écran, mais en fait, c'est deux plus petits. On retrouve globalement toutes les infos que vous recherchez. On peut même connecter un smartphone dessus avec une application dédiée de chez BRP afin d'afficher par exemple le GPS. Vous pouvez aussi lire bien sûr vos musiques et ce genre de trucs. Tout fonctionne, tout est fonctionnel, mais clairement si vous ne lisez pas tous les manuels pour comprendre comment ça fonctionne, vous n'arriverez jamais à vous en sortir tout seul. C'est pas intuitif. Et c'est le gros souci en fait. Même moi qui commence à connaître le véhicule, je l'ai depuis maintenant près de 48 heures, il y a encore des fois où je galère un peu pour retrouver les infos que je recherche. Actuellement par exemple, vous voyez qu'il y a la vitesse, le contour qui sont affichés, ça prend énormément de place pour au final pas grand chose. De mon point de vue, il aurait été préférable peut-être de mettre moins de sonos et de virer donc les deux haut-parleurs qui sont à côté du compteur pour remplacer ça par des compteurs physiques à aiguille qui indiqueraient la vitesse, le contour, ce genre de choses en permanence, et ensuite garder les écrans vraiment pour les infos qu'on sélectionne manuellement, quoi. Allez, j'arrive sur un petit Dodan, je vais le prendre à 30 km/h. C'est typé confort. D'ailleurs, les suspensions sur ce véhicule sont réglables, mais c'est automatique. Vous avez des capteurs en fait qui calculent le poids qui est sur le véhicule, et en fait le réglage se fait automatiquement en fonction de votre façon de conduire, de la qualité de la route et du poids. On entend parfois un petit compresseur qui en fait change le réglage de l'amortisseur à l'arrière. Allez, on arrive sur quelques successions de virages, voyons comment ça se comporte. Bon, c'est pas un véhicule à but sportif, hein, mais de par ses performances, il est quand même capable de rouler un peu fort. Le souci, c'est que vu que c'est un véhicule qui est quand même assez haut perché, si vous essayez de rouler un peu fort, et en plus, si comme moi, vous n'avez pas vraiment l'habitude de ce genre de véhicule, vous pouvez vite vous faire peur au début. Hein. Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment insister sur la direction pour l'inscrire dans une courbe. Clairement, j'arrive pas à aller aussi vite pour l'instant avec ce genre de véhicule que ce que je ferais avec une moto du même genre. Hein. Mais à mon avis, c'est juste une question d'habitude. Parce que le freinage est rassurant. Il y a juste la direction en fait qui est
qui est ferme, et c'est normal parce que comme je vous ai dit, à haute vitesse, la direction est vraiment très sensible, donc forcément c'est normal que ce soit ferme, mais au début ça surprend quand on vient, comme moi, surtout du monde de la moto. Allez, de nouveau un petit rond-point. Et je réaccélère fort. Je suis en deuxième. Vous voyez qu'on remonte aux vitesses légales très rapidement, hein. Et pourtant je suis même pas monté très haut dans les tours, hein. La route ici est un petit peu déformée. Les suspensions, elles gomment assez bien les défauts. J'ai quand même l'info qui remonte dans le guidon. Je sais qu'il y a eu un défaut, mais ça me fait pas perdre la direction, hein. C'est tout à fait gérable. De toute façon, vous doutez bien que ce genre de véhicule a été conçu pour des gens qui n'ont pas forcément le permis moto, et ils veulent du confort et globalement des prestations assez similaires à ce qu'on aurait sur une grosse routière type Goldwing ou GT de chez BMW. Donc c'est fait pour que ce soit assez facile à prendre en main, même par des gens qui n'ont pas une expérience de véhicules puissants comme des motos, quoi. J'ai beau essayer de réaccélérer fort à la sortie d'un rond-point pour voir si ça va perdre l'adhérence ou partir un peu en crabe ou un truc du genre, ça marche super bien, hein. Et j'ai même pas de voyant qui m'indiquerait attention, l'électronique est en train de te sauver, comme c'est le cas parfois avec certaines motos, hein. Là j'ai juste l'impression que le véhicule, de par sa conception, il est rivé au sol. Alors bien sûr, si j'avais voulu, j'aurais pu faire le test en me mettant la radio ou mes MP3 ou ce qu'il y a sur mon téléphone. On peut aussi brancher une clé USB, hein. Il y a un petit rangement ici, un genre de vide-poche qui a une prise USB et un port jack intégré. Mais vous doutez bien que si je fais ça, je perds instantanément ma monétisation et ça m'embêterait un petit peu, je l'avoue. Mais pour avoir testé en conditions normales la sono, ça marche très bien. Il y a les enceintes à l'avant et à l'arrière pour le passager, et le passager peut aussi contrôler le volume. Il y a des boutons pour ça. Il peut même changer de station ou de musique. Allez, on va faire un tour sur l'autoroute. Bon, il y a largement assez de patates. La bulle est impeccable. Là, elle est au plus haut, je sens même pas le vent. J'en ai à peine qui arrive un petit peu sur mes mollets. Je suis complètement coupé du vent. J'en ai pas sur le buste, pas sur le casque, à peine sur les jambes. C'est vraiment surprenant. On est complètement en dehors du vent. J'ai l'impression plutôt d'être sur un cabriolet. On va faire un test de relance. Là, je suis en 6e à 110. J'accélère à fond. 120, 130. Ouais. Les relances en 6e sont pas dingues, hein. Après, ça suffit quand même largement pour pouvoir faire un dépassement sans forcément changer de vitesse. Bon, comme je vous l'ai dit, plus la vitesse est élevée, plus le guidon devient sensible. Et je sais pas ce qu'ils ont fait sur l'autoroute, malgré que je roule assez vite, j'ai pas l'impression que le truc part tout seul à la moindre impulsion, quoi. Ça reste super gérable, hein. C'est sur l'autoroute qu'on sent vraiment que le véhicule a été fait pour concurrencer une Goldwing, hein. C'est taillé pour faire de la route sans se fatiguer. C'est un véhicule tout neuf, donc forcément au niveau de l'éclairage, ils ont fait des efforts et absolument tout est à LED. C'est bien moderne. Le design est harmonieux autour de l'éclairage. Il n'y a pas un truc qui viendrait, casser la ligne du style de cette, j'allais dire de cette moto, mais non, de ce véhicule. Un truc dont j'ai oublié de parler, c'est au début, quand on découvre ce genre de véhicule, faut bien se mettre en tête qu'on n'est pas sur une moto, justement, malgré la position qui est similaire, et garder en visu les deux roues. On les voit bien du poste de conduite, hein, donc ça vous permet d'avoir votre gabarit en tête tout le temps. Et il n'y a pas trop de défauts, en fait, on arrive à bien placer le véhicule, faut juste rester pile au milieu de la route. C'est pas quelque chose auquel on est habitué parce que en voiture on n'est pas placé au milieu de la voiture, hein. Et sur une moto on a plutôt tendance à se coller un petit peu à droite. Là il faut vraiment rester pile au milieu, parce que si vous regardez par exemple face au trafic qui est devant moi, j'ai à peu près la même largeur, hein. Je suis aussi large que n'importe quelle autre voiture ou camionnette. Concernant l'échappement, on le voit assez peu sur ce véhicule, il est assez dissimulé sur le côté droit. Il n'est pas tellement beau, en même temps je comprends qu'il soit dissimulé. Et la sonorité qu'il produit n'est
clairement pas valorisante, quoi. Globalement, je suis assez surpris par ce véhicule là, au niveau dynamique. C'est plutôt fun et relativement facile à prendre en main. Maintenant, il faut être honnête, si vous êtes motard, je ne pense pas que vous serez attiré par ce genre de véhicule. C'est plus vraiment réservé à ceux qui n'ont pas le permis moto, ou alors ceux qui ont absolument la nécessité d'être sur 3 roues et que ce soit stable. Vous ne retrouvez pas du tout le même plaisir de conduite que sur un 2 roues. C'est vraiment différent. Mais ce n'est pas parce que le plaisir est différent qu'il n'y a pas de plaisir. Franchement, je suis surpris, hein. Plus je l'utilise et plus je le trouve fun, ce véhicule. Donc je vous l'ai dit, c'est la version limited, donc avec le plus de bagages d'origine. On a le gros top case derrière qui permet de mettre 2 casques intégraux. On a également une espèce de valise de chaque côté qui permet elles aussi de mettre un casque. Et on a en plus de tout ça un coffre à l'avant qui permet lui aussi de mettre 1 ou 2 casques. Moi personnellement, la plupart du temps, j'y mets mon sac à dos et il rentre sans aucune difficulté. D'ailleurs, le coffre à l'avant est doublé avec une espèce de moquette, on dira. Et je crois que c'est un privilège de la finition limited. Au niveau de la consommation, c'est un véhicule relativement lourd avec un moteur de grosse cylindrée. Je rappelle que c'est un 1300. Donc la consommation annoncée par le constructeur est d'un peu moins de 7 litres au 100. Ce qui me semble tout à fait logique pour un véhicule de ce genre-là qui incite quand même de temps en temps à taper un peu dans le moteur. Allez, petit rond-point, est-ce que ça braque? Mais oui, ça braque. Aucune difficulté, même en ville. Donc au final, quand on regarde l'équipement proposé sur ce Can-Am comparé à une Goldwing, on a quelque chose de relativement proche. La Goldwing est plus chère, hein. Si vous la prenez en version haut de gamme, elle est à 37 000 €, alors que ce véhicule est vendu 30 000 €. Il y a quelques raffinements qu'il y aurait chez Honda qu'on ne retrouve pas ici. Par exemple, vous n'avez pas d'airbag. Et le moteur, ça reste un Rotax en 3 cylindres de 1300. C'est peut-être pas aussi noble que le 1800 6 cylindres de chez Honda. On est d'accord. Mais il faut aussi garder en tête que si vous voulez une Goldwing modifiée en trike, ce qui se fait, ça va vous coûter au moins 50 000 €, quoi. Au niveau de l'entretien, la bonne nouvelle, c'est que les intervalles sont assez espacés vu que c'est tous les 15 000 km et que la très grosse révision, c'est uniquement à 45 000 km. Donc autant dire que c'est pas tous les jours. Par contre, l'inconvénient, c'est que ces révisions doivent être quand même assez onéreuses parce que quand vous voyez le véhicule, il est intégralement caréné. Il n'y a pas d'accès, on dira, facile à certaines pièces mécaniques. Donc forcément, il faudra, payer en main d'œuvre pour faire ces fameuses révisions. Bon les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de ce Can-Am Spyder RT Limited modèle 2020. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous désirez tester ou découvrir la gamme Can-Am, allez voir la concession 3B de Rouen et vous pourrez tester même ce modèle vu que c'est écrit dessus, c'est le modèle d'essai. Je remercie encore d'ailleurs la concession 3B de m'avoir mis ce véhicule à disposition, c'était très sympa de leur part et je pense que d'ailleurs je vais les revoir très bientôt pour tester le reste de la gamme. Donc si vous avez une préférence, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je verrai avec eux pour qu'ils me prêtent le véhicule. J'espère que vous aurez apprécié ce test qui était aussi pour moi une découverte des 3 roues Can-Am. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Allez, bye à tous. Ce qui est surprenant aussi, c'est que les motards vous prennent pour l'un des leurs lorsque vous êtes avec un 3 roues comme ça. J'ai salué la plupart des motos que j'ai croisées lorsque je roulais avec ce véhicule et 90% du temps, les gens me répondaient d'un salut également. Chose qui est même impensable lorsque vous êtes sur un scooter qui pourtant est au niveau dynamique bien plus proche d'une moto que de ce Can-Am.